Rêve de conteur, rêve de conteur, rêve de conteur, rêve de conteur, rêve de conteur. Bienvenue sur Bref de Conteur, le podcast où les professionnels du tourisme lèvent le coude pour mieux tendre leur micro. Bonjour à tous, je suis Grégory Cassio, fondateur de l'agence Les Conteurs. Chez Les Conteurs, on est amoureux du contenu, des belles histoires et du marketing. Alors on aime bien mixer tout ça ensemble et appeler notre discipline le marketing de contenu. Et comment allier le plaisir de faire du storytelling au plaisir du marketing et comment faire en sorte que notre histoire ne soit pas simplement vue, mais qu'elle donne à son tour envie d'être vécu. On travaille aussi bien pour des tours opérateurs que le secteur institutionnel, des offices de tourisme, des départements ou des régions. L'idée des brefs de compteurs justement, c'est de partir à la rencontre de ces professionnels qui ont soit une vision spécifique du métier qu'ils font ou qui ont mené des actions qui méritent à leur tour d'être racontées. Vous allez voir pour cet épisode est un petit peu particulier. Il a été tourné à Pau pendant les rencontres du e-tourisme, dans une salle entre deux ateliers. Donc vous allez voir, l'épisode est coupé à un moment puisque l'atelier reprend son cours et nous avons été envahis pendant l'épisode et on finit la conversation dehors. L'épisode est un petit peu particulier, un petit peu décousu. C'est aussi sympa, j'espère que vous allez suivre jusqu'à la fin. On avait le bruit d'une petite fontaine et de canards parfois qui passaient. Ça va vous mettre dans l'ambiance et c'est un petit peu ça aussi l'idée des brefs de compteurs. On a rencontré Étoile Montagnier qui travaille pour la structure de STRL Côte d'Azur. Et ils ont mené une action très intéressante puisqu'ils ont réellement fait du marketing et de la commercialisation d'activités. On dit parfois que le secteur institutionnel a un petit peu perdu la bataille de l'hébergement, mais que la bataille de la vente d'activités est encore une bataille à mener et j'espère à gagner. Vous allez voir, elle nous explique comment elle a monté son projet, les résultats au bout de 3 ans, et puis surtout quelques petits tips pour à votre tour mener des actions similaires. Voilà. Je vous laisse avec l'épisode, vous allez voir, il est un petit peu freestyle, mais il est marrant. Bref de compteur, ça commence maintenant. Rêve de conteur, rêve de conteur, rêve de conteur, rêve de conteur. Salut Étoile. Salut. Merci beaucoup. C'est vrai que comme on disait il y a 3 minutes, ça s'est un peu fait à l'arrache. Complètement, dernière minute. Exactement, on remet en contexte, on est aux rencontres du e-tourisme à Pau, on est dans une salle, on tourne ça rapidement avant que le salon reprenne, donc on va tâcher de faire vite. On a 15 minutes top chrono. C'est exactement ça, je pense qu'il y aura peut-être des petits bruits durant l'épisode, ce sera les participants qui viennent, mais on va faire ça tranquillement. L'idée aujourd'hui, et ça me paraissait hyper important, je voulais vraiment faire ce podcast avec toi pour parler de commercialisation. C'est un peu un gros mot parfois dans les institutions où on est plus là à informer, etc. Même si ça commence à arriver. On a perdu la bataille de l'hébergement, j'en suis pas si sûr, mais j'aimerais bien avoir ton avis. On peut peut-être gagner encore celle de l'activité. Ouais. L'idée, on va parler de concret, on va parler de chiffres, enfin, en tout cas même des grandes fourchettes, il n'y a pas de souci, tu nous diras jusqu'où tu peux nous dire. Étoile, avant qu'on commence, je te propose de te présenter. Oui, donc je suis Étoile Montagnier, responsable marketing digital à STRL Côte d'Azur. Du coup, c'est une agence de promotion du tourisme dans l'Est du Var. On recoupe 2 agglos, on est sur 14 communes et donc voilà, notre but c'est de faire la promotion de ce territoire-là et ça passe par la structuration de l'offre, l'accompagnement de nos sociopros et on s'est notamment structuré au niveau des activités depuis 2016. Quand tu dis structuré, ça a été le point de départ de la plateforme d'activité ou pas du tout ? Alors non, c'est vraiment au niveau de notre volonté, au niveau des STRL Côte d'Azur. On travaillait historiquement, on était une centrale de réservation et on avait un call center où on renvoyait les gens par rapport à l'hébergement et aux activités. Et on avait une forte demande de nos sociopros et notamment les prestataires d'activités d'être visibles en ligne, de se commercialiser. Et c'est quelque chose sur lesquels ils n'avaient pas la compétence et où nous on pouvait les accompagner. Et plutôt que faire chacun les choses dans son coin, on a voulu un peu réfléchir en se positionnant un peu en pilote et en travaillant en réseau et du coup impliquer tout le monde au sein d'un même dispositif. Donc du coup, la demande a émergé vraiment de tes partenaires. Ouais. T'as mis ça en place en quelle année et ça a pris la forme de quoi ? Alors nous, du coup, on fait de la commercialisation des activités et des hébergements depuis 2008. Okay. Vraiment avec l'émergence du web, des réseaux sociaux, de la vente en ligne, etc. On a eu une prise de conscience, qu'il fallait vraiment évoluer. Donc ça, c'était, on était déjà il y a 5 ans de ça. Et il y avait vraiment ce besoin. Enfin, on le
ressentait de la part de nos prestataires, et puis même nous, on le constatait tout simplement sur l'évolution des usages, que c'était vraiment un virage à prendre au niveau de la commercialisation, d'être visible en ligne et de pouvoir à faire aboutir la réservation. Donc voilà, on a vraiment voulu orienter notre stratégie sur le canal web. Et du coup, donc c'est un outil que vous avez créé from scratch, c'est-à-dire de départ, vous avez pris une solution existante, ça ressemble à quoi? Alors non, on n'a pas du tout créé, on a benchmarké plusieurs solutions, donc à l'heure actuelle, il y en a quand même un bon paquet sur le marché qui existe. Ouais. Si tu devais en donner 2-3 là, comme ça, pour les auditeurs. Alors attends, là tu me prends de court, donc du coup, nous on a retenu Regiondo, vous avez Treksoft, vous avez Aloha, des solutions comme ça. Donc voilà, donc nous on a benchmarké une dizaine de solutions. On a retenu Regiondo. Okay. Regiondo, donc c'est une plateforme vraiment dédiée à la commercialisation des activités en ligne, qui est franco-allemande, et on va dire que notre choix s'est porté sur cette solution parce que c'est celle qui proposait le plus de flexibilité possible par rapport à la diversité des acteurs touristiques, des activités qu'on avait, qui répondaient un peu à la majorité des demandes, que ce soit des prestataires d'activités air, mer, terre. Voilà, il y a des besoins qui sont pas les mêmes, et du coup nous on avait vraiment besoin d'une plateforme qui soit dédiée pour les prestataires, et donc on a pris celle qui selon nous semblait la plus poussée. Et tu disais historiquement nous on était centrale de résa pour de l'activité de l'hébergement. La centrale là que tu as, enfin la plateforme de commercialisation, ce n'est que de l'activité du coup. Alors là c'est que de l'activité. Par contre on a quand même la compétence, on fait du séjour, on vend aussi de l'hébergement pour du congrès notamment. On avait une place de marché sur l'hébergement, mais au final en fait c'est un virage qu'on a pris un peu trop tard, et au final cette place de marché n'a pas vraiment fonctionné, donc on a préféré l'arrêter au bout de 2 ans, à essayer de la faire vivre, investir beaucoup d'argent et de temps homme pour essayer de la faire vivre. On l'a arrêté, et on a préféré se concentrer sur vraiment de la promo pour amener des visiteurs en direct en fait, pour l'hébergement. Okay. Et du coup cette plateforme donc qui est Expérience Côte d'Azur, ce dispositif qu'on a lancé, est dédié entièrement aux activités. Combien d'activités là aujourd'hui? Aujourd'hui il y en a, alors là on est basse saison, donc on est plutôt sur 400, mais au plus haut pic en juillet-août on est à 500 et plus. Donc 500 activités qui sont réservables en ligne? Qui sont réservables en ligne, ouais. Alors 500 activités, par contre ça correspond à peu près 120 prestataires actuellement. Okay. Parce qu'un prestataire peut avoir plusieurs activités. Question, ça me turlupine. J'ai 2 questions. Comment tu les as embarqués? Et surtout, comment tu as dit à ton prestataire, alors je sais peut-être un mauvais exemple, mais de canoë-kayak qui j'imagine est sur l'eau H24, comment tu lui as dit on va te gérer de la résa, et les résas vont arriver, et je sais pas quel terminal il utilise pour valider ça, comment ensuite il accueille son client avec le terminal. Explique-moi un peu concrètement comment tu as mis les mains dans le cambouis. En fait ça s'est fait assez simplement, puisque vu que historiquement on était une centrale de réservation, on avait déjà ce contact et cet accompagnement et cette connaissance de nos prestataires. Donc on travaillait déjà avec 70-80 prestataires au quotidien, avec lesquels on avait des échanges depuis plusieurs années, et que ça fonctionnait très bien avec le système de call center. Donc ça c'est des gens qui même sont venus nous voir pour nous dire on aimerait aller plus loin dans la vente. Donc nous ces prestataires-là, on les a embarqués directement et facilement dès le début avec nous sur ce dispositif de vente en ligne. Donc ils ont adopté assez naturellement la plateforme qu'on leur a mis à disposition. Après, il y a quand même eu un gros accompagnement ensuite pour les former. Je pense qu'on en reviendra un peu plus tard là-dessus. Mais donc voilà, donc ces prestataires, on a eu une bonne base dès le départ de gens qui ont adopté ce dispositif-là. Tu as eu les 120 dès le départ ou... Alors non, on n'avait pas les 120 puisque nous on travaillait à peu près avec une petite centaine de structures en call center. Et en fait après le dispositif, une fois qu'il a été bien positionné en ligne, là ça on a été plus visible, et du coup c'est d'autres prestataires qui ont vu ce dispositif, qui ont souhaité pour être visible sur notre site internet. Ça c'est chouette, hein. Et donc du coup le frein au changement n'existe pas puisque c'est même eux qui te réclament finalement. Ça ressemble à quoi concrètement pour eux, pour la réservation, pour gérer les réservations? En fait c'est assez simple, ils ont un back office sur lequel ils ont un compte. Sur ce compte ils vont paramétrer toutes leurs sorties. Donc par exemple notre prestataire de kayak, il va paramétrer sa sortie du matin dans les calanques de l'Estérel, il va paramétrer sa sortie en famille et son activité sortie paddle, voilà par exemple. Donc là on a 3 activités pour un prestataire. Une fois qu'il a paramétré donc ses prix, son descriptif, tous les choses importantes à savoir, le lieu, etc., le contact, tout ça, cette offre-là va remonter sur le site internet qu'on a fait développer.
Donc là, on a une agence web qui nous a accompagnés, qui a développé le site Expérience Côte d'Azur, donc c'est Iris Interactive. Ils sont contents qu'on les cite. Ouais, ça leur fera plaisir. Non, et en fait, donc ils sont connectés à l'API de Regiondo, et en fait, via cette API, ils récupèrent le flux qui est embarqué de la saisie des prestataires. Et en fait, nous, on a un compte maître, donc c'est un peu le compte qui chapeaute tous ceux de nos prestataires. Du coup, on a accès à toute cette base de données, on peut voir toutes les ventes qui sont effectuées. Et via ce compte-là, du coup, on peut un peu chapeauter tout le dispositif. Toutes les ventes ne se font que en ligne et que sur ton site, ou tu as de la vente sur les sites des prestataires, peut-être de la vente avec le call center? Alors justement, c'était un des axes qui nous a permis aussi de convaincre les prestataires, c'est qu'en fait, chacun peut intégrer la vente en direct sur son site également. Donc ce qui est simplifié par cet outil qu'on a, Regiondo, c'est qu'en fait, c'est un web planning unique, et ensuite, les modules de réservation sont dispatchés sur plein de sites différents. Donc ça peut être la vente en direct sur le site du prestataire, mais ça peut aussi être les sites, par exemple, de nos hébergeurs sur le territoire qui peuvent, eux, faire ce système de vente en ligne des activités, voilà, donc avoir un système de conciergerie, un service en plus à proposer à leurs clients, en disant sur le territoire vous avez telle activité à faire et vous pouvez la réserver directement avec nous sur notre site. Donc ça nous permet en plus de décupler les canaux de distribution et d'être plus visible. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui font du canoë qui nous écoutent, parce qu'ils vont nous maudire, mais bon, souvent quand tu peux être très bon professionnel dans ton activité, mais pas forcément un bon communicant. Donc avoir des photos pas au top, des textes qui sont bien écrits mais pas référençables. Quelle action t'as eu toi pour récupérer ce contenu-là? Ou pas? Est-ce que tu l'as créé? Comment tu fais pour rendre en fait, ça c'est simple, puisque chaque produit qu'ils créent sur leur compte remonte sur notre site internet. Donc, vu que moi, mon créneau, c'est quand même de faire en sorte que ce dispositif marche, il faut qu'il soit dans la séduction, il faut qu'il fonctionne. Donc, j'ai toujours un œil sur les activités qui remontent. Et on a notamment ma collègue Alexandra qui est complètement dédiée à ce dispositif et qui s'occupe de l'accompagnement des professionnels, de la formation, l'utilisation du dispositif, etc. Qui, elle, va toujours faire un check-up de tout ce qui remonte sur notre site en front, et ensuite elle va soit contacter le prestataire pour lui dire attention, il y a tel point de vigilance à avoir, ici il faudrait développer plus telle ou telle information, ou alors qu'elle va avoir la main directement sur le site, enfin sur l'accès, le compte du prestataire, et faire les modifs elle-même. Ça c'est quelque chose qu'on voit dès que le prestataire en fait rejoint le dispositif, on en parle sur quelle formule il voudrait avoir, et en général il nous délègue la saisie, ils disent il n'y a pas de souci, si vous voyez des choses à rajouter, faites-le, etc. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un système de chat sur lesquels les clients vont nous poser directement des questions sur les produits qu'ils sont en train de consulter en ligne. Et quand ils vont nous poser des questions et qu'on voit que justement c'est une question par rapport à un point qui manque sur la fiche du client, directement on va se connecter à son compte et on va compléter l'information. Donc en fait on est toujours en train d'optimiser et de qualifier l'offre au quotidien. Quand tu dis on, il y a combien de on? Alors du coup, il y a ma collègue Alexandra, donc, qui s'occupe vraiment du développement du dispositif, la partie formation, formation et puis paramétrage de l'offre. Et moi sur la partie marketing, communication. D'accord, donc vous êtes deux. On est deux. Enfin, j'imagine. En plus, toi, si tu es responsable du pôle, c'est un oui, et demi, deux. Moi, c'est une petite partie de mon temps. Mais donc. Bon, à tous, on a eu un petit souci de carte mémoire en cours de route. On s'était aussi viré de la salle parce que les ateliers ont repris. Donc là, on est dehors, devant le Palais Beaumont. Vous allez entendre des canards, vous allez entendre la fontaine. Ah ouais, là, on a complètement changé d'ambiance, mais c'est parfait. On est sous le soleil. On est calé au bord d'une fontaine. C'est ça, et avec les Pyrénées droit devant nous, on est presque mieux là que. C'est ça, on va essayer de reprendre le cours de la discussion. De la discussion. Alors, tu étais en train de me dire que vous étiez 1,5, vous étiez 2, mais 1,5 en équivalent ETP. Ouais, c'est ça, donc voilà, on est à peu près 1000 personnes à l'année, et on a un petit renfort de stagiaires aussi, je te le cache pas. Et puis là, on commence sérieusement justement à envisager de recruter une deuxième personne à plein temps pour ce dispositif-là. Vu qu'il marche, qu'on a tous les bons indicateurs, tout est ouvert, donc c'est le moment, quoi. S'il faut y aller, c'est maintenant. C'est maintenant. Petite question, combien ça coûte ça, tout ça? Combien ça coûte? Écoute, nous, le dispositif, on l'a lancé en 2016. Ça a commencé donc par la création d'un site web. C'est un site web qui nous a coûté dans les 20-25 000 euros, auquel tu peux rajouter les frais de maintenance le reste de l'année.
Il y a le prix de la solution, Reggiando, donc bon, ça c'est un prix qu'on a négocié, donc je te donne une fourchette, on est entre 15-25 000 euros par an. Par an, ok. Et après, du coup, nous, ça s'autofinance après, puisque du coup, on va chercher, les prestations sont réservées en ligne, et tout ce qui est généré en chiffre d'affaires pour Expérience Côte d'Azur, donc hors chiffre d'affaires des prestataires, on le réinjecte en communication derrière. D'accord. Pour la promotion. Donc ça te coûte, allez, en gros, vraiment en termes de... Je compte pas les emplois parce que vous les aviez déjà avant de faire cette solution-là. Ça t'a coûté 25 la première année, mais c'est de l'investissement. Ça t'en coûte entre 15 et 25 chaque année. Ouais. Tu fais une commission, toi, sur ton chiffre d'affaires ? On fait une commission, ouais, on est à peu près à 10%. C'est une commission qui est partagée selon que ce soit nous, le revendeur, ou alors les offices de tourisme ou les hébergeurs qui intègrent la vente en ligne, etc. Et bien sûr, elle est beaucoup moins élevée pour la vente en direct directement sur le site des prestataires d'activité. D'accord. Donc déjà, là, si on fait un petit calcul vraiment rapide, 600 000, 10%, ça vous coûte 25, ça veut dire que le projet il est déjà rentable au bout de 3 ans. Oui, complètement. Et puis maintenant, même il est amorti sur l'année 2019, en mars-avril, on l'avait amorti à l'année. On répète bien que c'est une structure institutionnelle, hein. Le but c'est pas de faire des millions. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est un projet rentable, qui utilise des équipes existantes et qui surtout, moi j'y vois 2 avantages, c'est que tu vas voir un prestataire en lui disant regardez, regarde vos autres copains qui font à peu près la même activité que vous, combien ça leur rapporte. Voilà, nous on prend que 10%, mais on est des intermédiaires, et surtout, moi je trouve que ça évite que l'argent parte dans les startups complètement. C'est un peu notre force aussi, c'est qu'on a cette partie accompagnement, connaissance de l'offre, et même pour la promotion, les prestataires, on les connaît, on va les voir régulièrement. Si on voit qu'ils ont des besoins en photo, des choses comme ça, on va aller sur place, on va réaliser des reportages, on va faire leurs portraits en vidéo qu'on va diffuser sur nos différents canaux, qu'eux ils vont pouvoir intégrer sur leur site internet, etc. Donc c'est vraiment bénéfique pour tout le monde au final, ce dispositif. Sur les 600 000, vraiment des grandes fourchettes, hein, c'est quoi tes principaux axes de vente ? C'est le référencement payant, naturel, sur les sites des prestats ? Non, alors aujourd'hui c'est vraiment le référencement naturel, puisque la campagne web qu'on fait l'été, donc sur la période juillet-août, on est sur à peu près 10 000 euros d'AdWords. D'accord. C'est une campagne qui nous rapporte dans les 18-20 000 euros derrière. Donc voilà, après ça c'est le budget qu'on peut investir en communication, mais tout le reste ça passe par la promo via le référencement naturel, et puis en off avec le guide qui est distribué et qui nous génère quand même pas mal de ventes via le call center, parce que c'est toujours un levier qu'on a aussi. D'accord, tu as toujours le call center. On a toujours la hotline qui est disponible, et on a quand même beaucoup de gens qui nous appellent tout l'été. Vraiment, c'est le pic de la saison. Là, on embauche des saisonniers carrément pour pouvoir répondre à la hotline. Et on a 3 personnes sur la période juin, juillet, août qui répondent au téléphone du matin au soir aux appels. Donc c'est beau parce que tu passes de 100 et quelques mille première année, 300 000 la seconde, 600 000 la dernière, la troisième année, avec 10 000 euros d'AdWords, tout le reste en organique, en offline, online. C'est quand même un beau pari, hein. Ça veut dire que tu en injectes le double en termes d'investissement publicitaire potentiellement. Oui, c'est sûr. Tu casses la maison, quoi. Après, donc nous, sur ces 600 000 euros du chiffre d'affaires généré pour les prestataires, donc ça nous fait à peu près 60 000 euros en commission. Sur ces 60 000, on va avoir 10 000 euros en AdWords, on va avoir 30 000 euros pour l'impression du guide. Au final, après on a tout le reste en fonctionnement, gestion des équipes, etc. Donc au final, nous on aimerait encore avoir plus de budget pour vraiment aller sur des campagnes qui soient avec un peu plus grande envergure. Mais en tout cas, actuellement, comme il est fait, c'est un dispositif qui roule tout seul, et voilà. Avec le recul que tu as maintenant sur 3 ans, est-ce qu'il y a une taille critique à avoir pour faire un projet comme ça, ou un office seul peut y aller est-ce que vous vendez d'ailleurs que votre destination, ou vous vendez autour ? Comment tu dirais quoi là-dessus ? Par rapport à la taille critique, je pense pas qu'il y en ait une. Après, ce qu'on peut avoir comme
pas comme point négatif, mais c'est vrai qu'on a une grosse offre de produits nautiques. Donc l'idée, c'est pas non plus d'avoir 40 produits sortis en kayak, sortis en bateau qui soient identiques. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas sur notre site, c'est que si on a des prestataires qui ont une offre qui soit assez similaire, on va essayer de mettre en avant qu'un seul produit parmi tous les autres et que ce soit le produit qui se détache un petit peu, qui a un petit plus, je sais pas, où le prestataire il paye l'apéro à la fin de sa prestation, ou alors il va dans un lieu où les autres ne vont pas en temps normal, etc. Donc nous, on essaie un peu de se distinguer à ce niveau-là. Après, c'est un dispositif, c'est clair que nous, comme on est structuré, on est une association de développement touristique, donc on représente 14 communes. C'est un peu la taille idéale, puisque du coup, ça nous permet de toucher potentiellement beaucoup de prestataires d'un coup, mais sans que ce soit non plus vraiment à très très grande échelle. Après, c'est clair qu'on n'aurait pas le même poids si les offices de tourisme ne nous suivaient pas dans cette démarche-là, puisqu'aujourd'hui, c'est des relais et on s'en rend compte puisqu'on les a équipés d'une console de vente au comptoir. Et du coup, maintenant, ils peuvent revendre les activités directement au comptoir des offices de tourisme. Et ils ont bien compris qu'ils ont tout intérêt à jouer le jeu et à aller dans ce sens-là, puisque les gens se présentent dans leur office et demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et derrière, ils peuvent transformer, faire des ventes, c'est hyper valorisant aussi. Et puis maintenant, même les communes vendent les activités des communes à côté. Donc c'est top, ça permet aussi d'aller au-delà un peu des frontières, puisque quand on pense client, au final, les frontières, il n'y en a pas. Donc, je suis bien d'accord. Donc voilà, c'est un point qui est assez important et ça permet vraiment de se renvoyer la balle les uns les autres, c'est valorisant pour tout le monde. Tu vois, nous on bosse moitié privé et moitié secteur institutionnel. Il y a vraiment que dans le secteur institutionnel où la limite géographique elle est là et elle bouge pas, quoi. C'est pire qu'une frontière. Je suis d'accord, et il faut la faire tomber cette limite. Et nous d'ailleurs on a signé une convention pour pouvoir vendre en dehors de notre périmètre géographique, puisque Estérel Côte d'Azur c'est 14 communes, mais on a des prestataires qui sont basés sur notre destination mais dont les activités se déroulent à l'extérieur, par exemple dans le Verdon, dans les Alpes de Provence. Et on a aussi des prestataires tout simplement qui sont à 10 km en dehors de notre périmètre de juridiction et qui veulent rejoindre le dispositif. Et il y en a pour certains qui ont une super offre et ce serait une vraie valeur ajoutée pour notre catalogue. Donc du coup, on n'avait pas vraiment de raison de les refuser. Donc voilà, on a signé une convention pour ce dispositif-là pour pouvoir intégrer des gens en dehors de notre périmètre, sans que ce soit non plus à l'échelle de la France. On est d'accord, on est sur du 0,6, sur des destinations frontalières. Tu vois, je me rendais pas compte aussi les offices vendaient. Du coup, j'ai une question à ça, je t'ai pas posé tout à l'heure, mais entre la première brique, entre guillemets, la première idée et la première mise en ligne, combien de temps pour réfléchir, mettre en place, faire venir tout le monde, etc. Combien de temps? Ça a pris à peu près 1 an, le temps de faire à la fois le benchmark, de commencer les réunions oui, c'est assez peu. Après, c'est vrai que nous Estérel Côte d'Azur, on a un avantage, c'est quand même on est quand même assez très présent sur le web. On est un peu précurseur là-dessus, sur ces points-là au niveau du VAR. Donc c'était pas nouveau pour nous comme environnement, c'est pas quelque chose qu'on découvrait, on était déjà bien informés sur les dispositifs existants, sur la bonne façon d'y aller. Donc après, il restait plus qu'à mettre les mains dans le cambouis. Donc nous, le fait de pouvoir porter ce dispositif-là, c'était un avantage, je pense, pour la destination. Si c'était porté seulement par un office de tourisme, je suis pas sûre que ça aurait eu le même impact. Voilà. Comment, dernière petite question, tu parlais de saisonniers et tes offices partenaires. Tu as mis quoi en place pour les former? Est-ce que c'est le mot formation? Est-ce que c'est du brainstorm? Comment tu fais pour... Du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est que les saisonniers commencent à peu près 1 mois avant le gros pic de la saison. Donc comme ça, ils ont vraiment le temps de pouvoir prendre en main à la fois le logiciel, parce qu'ils vont être amenés à beaucoup interagir avec lui, et puis prendre connaissance de l'offre et avoir le temps aussi de se familiariser avec l'environnement, le téléphone, voir un petit peu le type de demande qu'on a. Et après, ma collègue Alexandra, du coup, qui gère ce dispositif, elle va les accompagner dans la formation pour ce dispositif
dispositif-là en particulier. Et donc on va se bloquer des journées avant la saison pour prendre en main le catalogue et on va voir les offres les unes après les autres avec les numéros de téléphone des prestataires, parce que forcément il y en a des fois, une demande qui est faite en ligne et qui n'est pas acceptée sous 12 heures, plutôt que de la perdre, on va aller appeler le prestataire pour lui dire attention, ta demande va expirer, est-ce que tu peux la valider ou est-ce que tu peux proposer un autre créneau, etc. au client. Étoile, si jamais, parce qu'il y a quand même du gros boulot derrière, hein, comment dire, moi, ce qui me fascine toujours, c'est qu'il y a beaucoup de réflexion. Tu vois, c'est pas comme dans le privé où, entre guillemets, tu as une décision, tu as une petite équipe opérationnelle, puis tu lèves un peu d'argent, tu fais ça assez rapidement. Là, dans l'institutionnel, tu as beaucoup de monde autour de la table, tu réfléchis, tu te dis ça va prendre des années, et tu risques de louper le train, et là, en un an, c'était fait, quoi. Ça, c'est beau. Oui, mais après, je te cache pas, c'est beaucoup d'investissement, hein. C'est un projet dans lequel on croyait, on y a mis vraiment tout notre cœur, toute notre énergie dès le début, et on est content de voir que ça paye. Et voilà, c'est vrai que c'est un projet de longue haleine, hein. Quand je te dis qu'il vit tout seul, ce dispositif-là, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va lâcher les rênes et qu'on va le laisser vivoter, parce que de toute façon, même quand tu vois dans le tourisme les évolutions qu'il y a, il faut sans cesse être à l'affût de toutes les technologies, tous les usages des internautes. Il y a toujours des choses à mettre en place, même au niveau e-commerce. Sur notre site, il y a encore plein de choses à faire, hein. On voudrait bien exploiter un peu plus les avis clients, insister sur le cross-selling, optimiser le tunnel d'achat, des choses comme ça. Donc il y a plein de choses à faire encore, et on a encore un beau panel de choses à mettre en place pour encore plus essayer d'imposer ce dispositif-là. Si tu avais un petit conseil à donner aux offices qui se lanceraient, ça serait lequel ? Aux offices qui se lanceront, ce sera d'essayer de connaître le plus possible leur offre, d'accompagner les prestataires au quotidien, et puis de ne pas hésiter à essayer vraiment de travailler en réseau. On va vraiment essayer de privilégier le travail ensemble, peut-être pas forcément multiplier les réunions, mais en tout cas tous se mettre en accord pour faire la proposition. On a un petit groupe d'écoliers qui nous passe à côté. Est-ce que je peux passer à la radio ? On a 800 écoliers qui sont en train de venir nous voir. Et toi, là, si tu avais un petit conseil à donner à un office qui nous écoute et qui veut se lancer, un ou deux conseils, des petits points de vigilance ou entre guillemets des obstacles que tu as pu justement connaître et donc maintenant éviter, ce serait quoi ? Ce serait de surtout pas lésiner sur l'accompagnement. Vraiment, nous, on a pu remarquer ce qui a fait la force vraiment du dispositif, et même nos prestataires, ce qu'ils reconnaissent, ce qu'ils apprécient dans ce dispositif-là, c'est l'accompagnement, c'est le temps qu'on passe avec eux, à les former, à discuter de leur offre pour voir de quelle façon ils pourront le mieux se vendre, le mieux se distribuer. Constamment animer des petits ateliers, ne serait-ce que pas par rapport même à leur vente en ligne, mais aussi les accompagner à les monter en compétences sur des questions comme les réseaux sociaux, leur référencement, des choses comme ça. Donc il y a vraiment tout un aspect humain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait la force de nos types de structures par rapport à justement des grandes plateformes comme Airbnb, Booking, qui vont arriver là un peu comme des machines de guerre, mais qui au final nous laissent un peu seuls face à nous-mêmes, quoi. Donc nous, la force qu'on a pour un office du tourisme ou des agences de promo, c'est d'avoir le contact avec le prestataire et d'avoir la connaissance du terrain, quoi. Donc vraiment de ne pas oublier cette notion humaine et d'accompagnement. Je pense que c'est ce qui fait vraiment toute la force de ce type de dispositif. On a un peu tendance à oublier la start-up qui lève des millions, c'est bien, mais elle découpe la forêt, elle laisse rien, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Et puis en plus, nous, on peut l'intégrer dans une stratégie globale de destination. Donc c'est d'autant plus cohérent que ça s'inscrit dans une stratégie sur la longue durée, quoi. Et toi, je te remercie pour cet épisode chaotique mais marrant. Pour la petite info, on a dû couper parce qu'il y a un collège entier qui est passé devant nous pour faire un cross. Donc voilà. Ils nous ont tous pris pour des journalistes de France Inter, ce qu'on n'est pas évidemment. Ils sont tous devant M6 ce soir, ils vont regarder s'ils passent à la télé. C'est exactement ça, il y en a qui ont confondu caméra et micro. Puis encore un peu d'éducation à cette jeunesse. Et toi, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci à tous les auditeurs, vous êtes à chaque fois plus nombreux à écouter les podcasts, donc on est ravis. Continuez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, toutes les autres
d'autres plateformes. Et surtout mettre un commentaire, ça nous fait monter dans les fameux algorithmes, parce qu'il n'y a pas que sur Insta et Facebook, il y en a aussi sur les Apple Podcasts maintenant. Merci à tous, à très bientôt pour une nouvelle Brève de Compteur et je vous dis à très bientôt, ciao. Brève de compteur, 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 brève de compteur.